Bienvenue, vous êtes sur 100% Bénin et vous faites bien de nous tenir compagnie. Législative 2019, quelle posture aussi vous préférez? Quelle stratégie d'approche pour la classe politique de l'opposition face aux contraintes dites de regroupement de formations politiques en vue de rafler le maximum de sièges à l'Assemblée nationale lors des prochaines joutes électorales? Un bloc politique pour aller à la rencontre de l'électoral, 2, 3 ou 4. Face aux spéculations, mesdames, messieurs, qui vont bon train, nombre de médias à l'affût de l'information dans ce sens croient savoir ce qui se joue derrière les rideaux. L'opposition, disent-ils, pourrait se réunir sous peu dans la capitale française pour créer un parti unifié. Qu'à cela ne tienne, quel crédit accorder à une telle information? À quoi tiendrait une telle démarche dans le contexte politique béninois actuel? 100% Bénin, le numéro du jour pour un exercice d'analyse sur ces questions et bien d'autres. Ce sera autour du thème supposé formation d'un seul bloc de l'opposition en vue des législatives de 2019. Un pari tenable avec nous pour en débattre un universitaire, un professionnel des médias. À ma gauche, Alessandre Betuevi, politiste, il est enseignant-chercheur à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et maître assistant des universités de Cames en sciences politiques. Alessandre Betuevi, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. D'accord. En face de vous, comme je l'annonçais, un professionnel des médias, Narcisse Ressou, c'est son nom. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Palmarès. Narcisse Ressou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à nos téléspectateurs. Merci une fois encore pour la disponibilité. Ça m'a toujours fait plaisir d'y être. Sachez-le, le plaisir est partagé. 2 blocs pour la mouvance, annonçait-on. Depuis, on parle désormais de 4 formations pour porter la voix de la mouvance. Pendant ce temps, un silence presque profond de l'opposition a inquiété certains. Les observateurs avertis de l'actualité parlent d'un silence de méditation, de réflexion et de stratégie. Depuis quelques jours, le ciel semble s'éclaircir de ce côté. On annonce, Alessandre Betuevi, une probabilité d'un regroupement, un grand regroupement de toute la classe politique dite de l'opposition pour aller à la conquête des sièges de l'Assemblée nationale lors des prochaines joutes électorales. Oui, merci à vous. Elle annonce, l'universitaire l'a accueilli sous quel angle? Je tiens à vous remercier par rapport aux dispositions techniques que vous avez prises pour nous inviter aujourd'hui à participer à ce débat. Notre pays tout entier vous en remercie et je tiens à vous décerner mes remerciements particuliers. Si je dois plancher sur la présente question, il m'aurait plu de dire d'abord que dans la vie, l'unisance n'est pas toujours la bonne voie pour aboutir qu'on appelle à la destination. Pour une première fois, les Béninois comprennent que l'émiettement n'est pas une bonne méthode de réussite. Il faut alors aller ensemble et par groupe. Mais ce qui est un peu inquiétant, depuis 1990 jusqu'à présent, nous n'avons que des opposants de nom, nous n'avons que les chefs des partis d'opposition de nom et non configurés du point de vue normatif et répondant aux responsabilités d'opposants avec tous les critères d'opposants, prêts à perdre des avantages, prêts aussi à en recevoir s'il y en a pour les opposants. Nous avons des militants tout le temps qui répondent de l'opposition, mais après ils peuvent répondre aussi de la mouvance. C'est une dynamique que j'appelle celle de la doublure de la personne humaine.
Et le Béninois est caractéristique dans le comportement doublé. Ce caractéristique que vous évoquez, facile, il y a quelques années encore, parce que la charte des partis politiques l'admet, l'encourage à la limite. Le contexte actuel, pour parler des nouvelles dispositifs qui composent cette charte politique, cette charte de partis politiques, permettent-elles d'avoir encore le Béninois mutant politiquement dans les tout prochains jours? Si c'est effectif que la charte est prise en compte comme dispositif de gestion politique, il restera alors à organiser le Béninois pour que ce qui relève de la loi soit respecté. Et parce que le Béninois, tel que, pour ma petite expérience, tel que je le connais, n'aime jamais rester là où l'eau tarit, la sauce tarit. Donc, la possibilité pour être proche du gouvernement est donnée à tout le monde. Et même ceux qui se disent opposants ne le sont que de nom. Oui, là, vous insistez là-dessus. Une réalité qui désole plus d'un, portée vers les questions de développement. Alors, pendant qu'on y est, il y a une réalité qui crève les yeux. Tous sont portés à se donner la main d'une manière ou d'une autre pour désormais aborder les prochaines élections. Dans le contexte actuel où on a vu une classe politique de l'opposition se rétracter à un moment donné, et une mouvance qui, sur le terrain, semble se battre d'une manière ou d'une autre, même si les deux blocs annoncés ne semblent pas être aujourd'hui au rendez-vous, qu'on semble aller au-delà. C'est ce cas de l'opposition dont on dit vouloir désormais se réunir et aller ensemble, comme une seule personne, pour aller défendre les couleurs de ceux qui ne se retrouvent pas à travers la gouvernance actuelle. Vous pensez que l'approche tient à une logique ou c'est une approche qui reste, qui tient de la rêverie? Si je dois en parler, je dirais que c'est d'abord une très bonne initiative que de vouloir s'unir, s'unifier et se compacter pour faire face, disons, à l'équipe d'en face, que je n'ose pas appeler l'équipe de la mouvance, mais je l'appelle quand même le bloc présidentiel. Oui, parce que rien ne garantit aux mouvanciers, aux Béninois, que les mouvanciers qu'on retrouve autour du président de la République sont de réels mouvanciers. Ils peuvent se disloquer plus tard. Ils peuvent choisir leur camp si leur intérêt n'est pas présent dans les lieux où ils se trouvent. On sait que la réalité politique béninoise tourne autour de l'amas politique, de la rente politique. Et lorsque les acteurs politiques n'ont pas l'intérêt dans ce qu'ils font, ils se rétractent, ils se retirent régulièrement. Nous sommes globalement dans la dynamique de la politique rentière en République du Bénin. Il n'y a pas une politique. La politique politicienne dont on parle d'ailleurs est autour de la rente politique, des moyens pour financer la campagne, pour revenir, de manière à ce qu'on ne retrouve que souvent des carriéristes politiques qui n'ont que cela comme métier, comme apprendre, comme métier, comme outil de fonctionnement et comme mode de raisonnement d'ailleurs. Si c'est même faux, on supporte en vrai parce qu'on y a son intérêt. La question de la stabilité, de la fidélité en politique qui revient là avec force détail, avec l'universitaire, on y revient tout à l'heure. Je me retourne vers Nassis Ressou. Nassis Ressou, c'est l'idée désormais agitée dans l'opinion publique, la probabilité d'un parti unifié de l'opposition. Une démarche pour répondre à quelle logique, dans quel but? Je crois que Je crois que c'est le vœu de bon nombre de Béninois qui s'est plutôt désolidarisé de la gouvernance actuelle. C'est de ressentir une opposition unifiée, une opposition plus forte,
Et vous l'avez dit, tantôt, ce silence, ça paraissait un peu à une méditation. Beaucoup se disaient, mais est-ce qu'il y a encore une opposition au pays? Est-ce qu'il y avait ce questionnement? Et ce questionnement conduit à à cette information qui nous vient petitement que oui, on aura une opposition qui sera en un seul bloc. On attend les jours à venir. Parce que ce à quoi on a assisté depuis à faire de reformer, de créer de blocs ou bien de partis pour aller aux législatives, on a eu comme impression qu'au niveau du camp présidentiel, tout est bien, tout se passe dans le meilleur des mondes, bien pour eux. C'est-à-dire quoi, le chef de l'État a réussi à maintenir son équipe, c'est vrai, on l'a constaté. Les 62 ou je crois députés sont restés fidèles du début jusqu'à la fin. Ils ont toutes les fois voté, ils ont fait ensemble les réformes, ils sont ensemble, ils ont créé 2 blocs et ils veulent aller aux législatives avec 2 blocs. Donc c'était comme tout allait si bien là qu'on pouvait pas même se poser de questions, c'est-à-dire c'est des gens qui boivent dans la même coupe. Et subitement, nous en étions là quand on a commencé par voir quand même des réticences, à commencer par Claudine Prudencio et ces derniers jours, Valentin Aditi-Houdé. Donc, au regard de ce qui se passe dans le camp présidentiel, on observe plutôt, contrairement à cela, dans le camp de l'opposition, un silence. Personne ne sait ce qui se passe. On se demande, mais est-ce que ces gens-là, ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils ont des difficultés? Qui nous disent qu'on sache? Et les rumeurs commencent par nous dire, ils vont se mettre ensemble, ils iront en un seul bloc. Et beaucoup ont commencé par soupirer. Je dis, enfin, si ça pourrait se passer comme ça, on va dire Alléluia. Ce qui voudra dire, l'attente des populations, le bon nombre de ceux qui se sont désolidarisés, comme je disais, de la gouvernance actuelle, c'est réellement de voir que ce soit Sébastien Adjavon, candidat Zanaï, Nicéphore Dieudonné Soglo, les FCBE, Bouniaï, Djenotin, Komi Kouché, ou la liste peut être longue, c'est de voir tout cela ensemble pour défendre une seule et même cause. Même si les objectifs qui les ont poussés tous aujourd'hui à se retrouver en difficulté ou en exil ou en opposition, si les objectifs, même s'ils sont différents, ils n'ont que tous dans l'ensemble un seul même langage. Si vous prenez comme Kouché, ce n'est pas en temps de récession qu'on augmente les taxes. Aujourd'hui, à quoi on assiste? Des taxes qui se créent partout. Quand vous prenez Valentin Djenotin, il a eu à faire ce combat à l'Assemblée nationale tout le temps. Et il faut aussi voir du côté de la révision constitutionnelle qu'il ne faudrait pas réviser de cette façon-là. Si vous prenez Sébastien Adjavon, avant qu'on ne commence pas à sentir la guéguerre dans la presse, dans les coulisses, on savait qu'il s'insurgeait contre cette situation et qu'on affligeait aux étudiants. Parce qu'il a demandé au chef de l'État à l'époque, mais ce n'est pas la promesse faite aux étudiants. C'est contrairement à ce qu'on a dit ensemble que vous êtes en train de faire là. Les guéguerres ont commencé beaucoup plus par là. Les gens sont pensés que c'est parce qu'il n'a pas eu 5 ministres au gouvernement ou ceci et cela. Mais les informations que nous avons reçues en son temps, c'est que le monsieur s'en foutait allègrement. Et 5 ministres, il avait même demandé aux ministres même de se retirer avant qu'ils sont restés. Donc quand vous prenez dans le candidat Zanaï, qui de son côté aussi, qui a participé à ce qu'on soit là dans ce régime, qui dit ce n'est pas ce que nous avions dit, saccager le commerce des bonnes dames, saccager l'économie, les emplois, ce n'est pas ce que nous avions dit, et organiser une corruption déguisée au sommet de l'État, ce n'est pas ce que nous avions dit. Je me désolidarise de tout cela. Donc, les objectifs qui les ont tous conduits là diffèrent, mais aujourd'hui, tout concourt à ce que si ils sont vraiment soutenus, s'ils marchent comme ça, comme le souhaitent, comme je le dis, beaucoup, la majorité du peuple béninois, c'est que ce sera Alléluia, qu'on n'entende pas demain par rapport à ce qui est attendu, à ce qu'on entend, que non, il y a eu des difficultés à créer le seul bloc, parce que ils ont comme seul ennemi, je ne dirais pas ennemi, adversaire politique, le camp d'avance, le pouvoir actuel, qui a montré ses muscles à les pousser au-delà du pays. Mais si de là-bas, ils n'arrivent pas à se mettre réellement ensemble, à filtrer leur liste, parce que l'inquiétude majeure,
c'est qu'ils soient infiltrés encore par le camp adverse. C'est que Patrice Talon puisse, par sa ruse ou par sa rage, arriver à positionner encore des gens qui sont de son camp dans leur rang, sur leur liste. C'est peut-être par là des difficultés qui doivent venir, mais qu'ils peuvent quand même, avec leur maturité politique, arriver à résoudre. Alessandra Bitubi, le tableau peint rassure-t-il de la grande probabilité de voir ces grandes figures de l'opposition pouvoir se tenir la main et viser le seul lièvre à la fois? Le souhait majeur des Béninois est de les voir ensemble, de faire une lutte commune, une lutte d'appoint, une lutte que j'appelle une lutte programmative pour la réussite, pourvu qu'ils s'entendent, pourvu qu'il y ait des clauses durables entre eux. Car de l'histoire des coalitions depuis 90, la formation du Bénin du futur, la formation des blocs de l'union, des unions qui ont été effectuées, n'ont jamais duré. C'est pour quelque temps seulement et l'union s'effrite. Les intérêts divergent et chacun se rend du côté là où il n'y a plus de possibilité pour lui de s'en sortir. Mais si effectivement les dispositions normatives, programment et fixent les devoirs, les obligations de la classe qu'on appelle celle de l'opposition, et qu'il y ait des gens qui se donnent effectivement la tâche de dire je préfère être opposant, avec toutes les réalités que cela leur puisse faire engager, peut-être on verrait une dynamique, non pas de lutte serrée pour renverser le camp adverse, pour créer ce qu'on appelle une fraction sociale, mais une dynamique participative de gestion et de contrôle de l'action gouvernementale puisse se poser. Alors, pour moi, l'opposition a alors les meilleures chances de se retrouver ensemble. Seulement, la logique dans laquelle nous plaçons au Bénin, en matière de la politique, est une logique biphasée, celle de l'opposition et de la mouvance, qui, bon, si on avait des ressources, effectivement, c'est une dynamique de lutte fracassante, qui ne reçoit pas l'autre comme adversaire politique, mais comme ennemi. Mais je préfère Le contexte n'a pas changé? Il n'a pas changé réglementairement. On veut le changer par force. C'est d'ailleurs, si je dois faire des jeux de l'équilibration de l'esprit, je dirais que lorsque le président de la République décide d'aller aux élections avec 2 blocs, auparavant, dans ma tête, si je dois faire un jeu de psychanalyse, je dirais qu'il s'est fabriqué lui-même son opposition et sa mouvance. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté des poussés à l'exil, des flattés économiques, des marginalisés qui ne rentrent pas dans cette logique-là et qui disent nous allons faire notre opposition de manière classique comme auparavant et non une opposition qu'on nous aurait, on aurait apposée devant nous comme mode de fonctionnement. Si ça là, c'est mes opinions propres à moi qui ne sont pas obligatoirement celles peut-être du président de la République qui a voulu faire le bon jeu à ce qui lui paraît. Mais maintenant, une question peut se poser à vous les journalistes et vous avez la responsabilité de réfléchir un peu à cela. Pourquoi quand nous devons prendre des décisions chez nous en Afrique, on se retrouve à Paris? Bon, ça reste l'une des questions qu'on ne manquera pas d'aborder sur ce plateau. Oui, parce que enseignant-chercheur, vous êtes, c'est à raison que le plateau est composé ainsi. C'est une question qui saute à l'heure, mais puisque vous avez devancé les faits, on va y aller avant de revenir sur la possibilité de voir ces grandes figures, connaissant un peu leur parcours, ce que cette union
pourrait donner. Donc, on y va en même temps. Oui, pourquoi Paris une fois encore? Paris hier, Paris aujourd'hui. Pourquoi? L'ancien chercheur. Paris hier, Paris aujourd'hui, c'est comme si nous sommes toujours dans la logique de la France-Afrique. Tout le temps. Tout le temps. Or, les gens ne nous donnent rien. C'est encore nous qui leur donnons, qui avons à leur donner. Nos ressources sont payées par les mêmes personnes, par les mêmes colonisateurs. Et c'est comme si le Bénin, l'Afrique demeurait toujours un département de la France. Mais en même temps, quand on le dit ici, est-ce que cela ne pose pas un autre problème, celui de la sécurité des hommes? Une certaine assurance que ceux-là n'ont pas forcément chez eux, ni sur une terre qui peut être considérée comme une terre sœur, et qui ne le garantit pas forcément, parce que dans le cas actuel, ceux dont vous parlez sont presque tous des exilés. Voilà. Exactement. C'est là encore le ridicule de l'Africain. Ah bon? L'Africain est ridicule. S'il ne l'était pas, ce n'est pas après avoir été colonisé que l'on retrouvera la terre des colonisateurs comme la terre d'exil. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas que je milite en faveur du ravage systématique des supposés opposants, non. Mais notre responsabilité est engagée dans le sens où on est contraint de comprimer et ce que les chrétiens appellent le prochain, ou bien ce que les politistes appellent l'adversaire politique, jusqu'à ce qu'il soit obligé de choisir une terre qui ne lui appartient pas réglementairement, ni dans la logique des faits, ni dans le raisonnement. Le Français ne reçoit pas l'Africain comme son frère. Couleur de la peau exigeante. Alors tout ceci ne se fait-il pas en désespoir de cause? Désespoir de cause réglementaire, normatif, et même, j'appelle des situations ingérables. Entre nous-mêmes en Afrique. C'est comme si on se séparait du débat et du jour. Et sinon, on pouvait rester même en Afrique, au Togo, au Niger, au Burkina, et réussir à faire un forum des... Je pose la question à Nessis, avec votre petite parenthèse. Oui, rester au Niger, au Togo, pourquoi pas au Nigeria, pour ensuite penser le Bénin et venir poser l'acte qu'il faut et révolutionner les choses. Serait-ce possible dans le contexte africain actuel, le contexte béninois spécifiquement, pour rester collé au sujet? D'abord, il faut comprendre que est-ce qu'aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on peut trouver le savon de laver la France entièrement et qu'on n'aura plus rien à voir avec la France, quel qu'en soit le nombre d'années que nous ferons? C'est même si cette indépendance venait à devenir une réalité, parce que jusque-là, elle ne l'est pas, à devenir une réalité, c'est déjà une tesseur. Hein, c'est déjà une tesseur. Et je m'en tiens à ce que Marie Le Pen, qu'Angélique Kidjo a fait sa belle prestation aux Champs-Élysées tout dernièrement, qui dit pourquoi Angélique Kidjo, il ne faut pas oublier que la France a colonisé l'Allemagne, que c'est l'Allemagne qui a colonisé le Bénin. Ce qui est erroné. Ce qui est erroné, exactement. Exactement. Là, ne pas connaître l'histoire. Voilà. Donc, ce qui voudra dire, vous voyez déjà jusqu'où on voit, si une Africaine vient chanter là, il faudrait quand même que ça soit... Oui, pour vous faire un peu court, parce que le temps va nous surprendre. Dans le contexte actuel, donc, la France hier, la France aujourd'hui... Beaucoup ont domicile là-bas. Vous savez, le chef de l'État actuel, quand il était en exil, c'est parce qu'il a choisi la France. Il avait domicile en France. Et il lui était beaucoup plus facile de recevoir ses compatriotes chez lui, en France. Donc, je ne dirais pas, Sébastien Diavon, il est quand même bien à l'aise pour avoir domicile aussi en France. Boni Yahi, il est aussi quand même bien à l'aise pour avoir domicile en tant qu'ancien président, je suppose. Je n'ai aucune information là-dessus. C'est la question de se sentir à l'aise, ou c'est beaucoup plus la question de sécurité? Évidemment, quand vous dites à l'aise, il faut inclure la sécurité. Et aussi ne pas créer trop de problèmes aussi aux pays limitrophes quand ils seront au Togo. Est-ce que le chef d'État actuel ne dira pas ils sont en train de partiser avec le président togolais pour m'évincer, pour me créer des difficultés? Il faut aussi mettre en considération tous ces rapports-là pour dire,
nous sommes loin de chez vous. La France, c'est aussi notre terre, en quelque sorte. Là-bas, on peut tout dire. Ce n'est pas que c'est exclu. Et je crois bien quand même qu'il y a des fois quand même que ces gens dont nous parlons se retrouvent dans des pays africains. C'est juste que tout cela se passe de façon officieuse. Ce n'est pas ventilé. Maintenant, comme plusieurs d'entre eux ont eu le domicile en France, bon, il est plus facile pour eux, ni c'est Fossoglo quand même. C'est des gens qui ont de passeport Alors, la question français. de l'unicité d'action à travers un parti unifié, on connaît les visages, on connaît les parcours, mais entre le souhait et la réalité, les voyez-vous pouvoir tenir un tel défi dans le temps? Le professeur Alessandre a dit quelque chose de très capital. Ça dit quoi? Ces alliances de circonstances. Le Bénin en souffre. Le Bénin en souffre beaucoup. C'est vrai, mais avant de constater que ça reste une alliance de circonstances. Mais l'alliance annoncée pourra-t-elle avoir lieu? Je n'en conclus pas encore que c'est une alliance de circonstances. Okay. Parce qu'on dit chez nous, en fond, on dit il faut on dit quand la danse change, quand la musique change, la cadence change également pour la danse. Donc c'est pour dire que vous savez, si il faut observer et faire un bon décryptage de ce que nous vivons actuellement, cette réforme, mais est-ce des réformes pour le Bénin, pour le Béninois, ou des réformes pour des individus donnés, des personnalités données? Pourquoi je dis cela? En dehors de la surprise de 96, où le président Soglo fut débarqué, depuis toutes les élections ont été pour ce pays des élections d'enjeu, d'envergure. Il y a toujours un enjeu, que ce soit la présidentielle ou les législatives. Il y a un président au pouvoir qui veut avoir une majorité à l'Assemblée. Il y a un président qui a perdu le pouvoir, qui ne se retrouve pas dans ce qui se fait. Il n'y a pas souvent j'ai quitté, j'ai passé la main à tel. Et c'est quoi l'enjeu cette fois-ci? L'enjeu cette fois-ci, comme je le disais, je l'annonçais, ça dit quoi? En dehors de 96, il faut désormais remarquer que il y a un monsieur qui a toujours fait le jeu de derrière le rideau, Patrice Talon, qui a toujours formé des blocs, des coalitions en étant acteur d'ombre à pouvoir réunir des politiques pour les amener à contrer un tel pouvoir ou tel autre, mais qui aujourd'hui se retrouve au pouvoir et qui, de son parcours, de ses expériences, aujourd'hui préconise des réformes. Et ayant le pouvoir d'État, les moyens de l'État et tout ce qui doit suivre, impose sa dictature, obligeant des gens qui ont une histoire politique, un parcours politique aujourd'hui, à se retrouver en dehors du pays. Les gens qui aussi ont eu à être des acteurs de taille, à se retrouver en exil. Ce qui voudra dire que le jeu a changé. D'où est-ce que ce sera une alliance de circonstances pour évincer Patrice Talon? Est-ce que celui-là qui de tout le temps est resté à l'ombre, est-ce qu'il en vient à son déclin en prenant le pouvoir d'État? Est-ce qu'il est en train de jouer sa dernière carte? Ou il se relance encore pour de longues durées dans l'histoire politique du pays? Et si ça doit être le cas, ceux-là qui ont pris distance et qui sont en train de peaufiner aussi leur stratégie, soit ils restent ensemble, ils créent un bloc pour une longue durée pour arriver à résoudre un problème et de continuer, ou de résoudre le problème et de s'émietter et qu'on retombe encore dans les mêmes travers. Parce qu'il ne sera pas facile de déraciner Patrice Talon, parce qu'aujourd'hui, il est arrivé à un carrefour où soit il sera déraciné, ou soit il s'enracine encore pour longtemps. Alors, donc l'enjeu pour ceux-là, le défi est de taille, et ce ne sera pas une question de circonstances, mais c'est une question de s'armer pour de longue durée. Alors, Alexis, Alexandre, oui, c'est-à-dire que les données sont telles que l'opposition, même si elle paraît s'unir, est en face de données qui l'obligent à une union d'action. Oui. Elle est obligée d'avoir non seulement un programme d'union pour la circonstance, mais un programme d'union durable avec un pacte de non-trahison.
pacte de non-trahison. Je ne parle pas de pacte au sens mystique, mais je parle de pacte en termes de normes et de dispositions juridiques les contraignant à vivre ensemble. Parce que si la logique était de s'unir pour régler un problème et se retirer après et s'émietter, nous allons tomber dans le revers que j'appelle le revers de la catastrophe. Et là, on aura un gouvernement à sens unique où le seul président de la République, disposant d'abord du pouvoir de la gestion politique au sommet de l'État, va disposer de presque tous les députés. Et là, on serait non plus dans une démocratie, mais dans une monarchie absolue. Et d'ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour qu'on en arrive à ce sens-là. Mais observez un peu la situation. La personne a voulu désorganiser la constitution en place pour en faire une autre. Pas 1, 2, 3, et peut-être 4 voies, 4 chemins, elle a été déboutée. Bon, et vous savez, ce qui m'a plu dans sa manière de parler, si je dois ironiser un peu, il dit, lorsque les temps seront en notre faveur, l'environnement en notre faveur, tout se passera comme cela devrait se passer. Et cela reviendra à dire quoi? L'homme n'a pas renoncé. Il n'a pas renoncé. C'est ce que j'appelle le passage en force, pas des stratégies militantes, des stratégies bien profilées. Et donc, l'opposition a la puce mise à l'oreille indirectement et devrait en tenir compte, voulez-vous dire? Non, s'il vous plaît. Toutes mes excuses, si vous me permettez un peu d'aboutir à mon raisonnement. Il n'est pas facile de se réveiller de son sommeil dogmatique, comme disait Emmanuel Kant, et d'aller déraciner celui qui fait une veille depuis très longtemps. J'ai comme l'impression que le président actuel avait déjà le dossier de la gestion du Bénin depuis près de 30 ans et il y travaillait dessus. Sinon, ce n'est pas en 2 ans et demi ou bien proche de 1 an et demi que tous les dispositifs de loi, criettes et qu'on appelle encore loi sur la fonction publique, loi sur les taxes, vont sortir comme une préfabrication machinale. Cela a existé à longtemps. C'est ce que l'opposition n'a jamais eu. Montrez-moi, s'il vous plaît, un chef de l'opposition qui a un programme de vie pour l'inversion des tendances fortes de la présidence au Bénin. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu, mais Narcisse Ressou, l'histoire aussi nous rappelle que l'homme qui a pu mettre la main à la pâte une fois n'a pas le même regard que l'homme qui a passé des dizaines d'années à conquérir et obtenir son doctorat dans le même domaine. Et en l'état, on a eu quelqu'un du lot de ceux-là qui se réclament de l'opposition, qui a eu 10 ans de gestion à la tête du pouvoir et qui a son mot à dire avec ceux qui rêvent aussi gros pour la nation de demain. Et quel pourrait être l'apport de ce personnage dans la marche que l'opposition entend entreprendre et l'impact sur ce qui se dessine? Je crois que, enfin, si je vous comprends bien, nous parlons là de Boni Yayi. En tout cas, 10 ans, il n'y a pas eu d'autre. Il n'y a pas eu d'autre. Et puis, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons à saluer sa détermination, sa ténacité dans cette marche politique. Pourquoi? On a vu ces alliances qui lui ont créé de véritables problèmes, c'est-à-dire s'acoquiner avec Patrice Talon, un homme d'affaires de taille, gagner le pouvoir d'État. Il a fait ses expériences et au moment où il se dit, où il a dit, je préfère privilégier les intérêts du peuple béninois que de privilégier les intérêts d'un individu. Et là, en ce moment, il y a eu crash. Boni Yayi, maintes fois, l'a expliqué, est revenu là-dessus. Il n'a pas été compris par ce peuple. Et aujourd'hui,
il y a beaucoup de Béninois qui l'appellent prophète, mais ce n'est pas parce qu'il est réellement prophète, mais c'est comme il a dit, je les connais tous. Ils ont tous travaillé avec moi, je les connais tous. Et aujourd'hui, beaucoup disent, que ce soit dans les coulisses, réellement Boni Yayi les connaît. Et fort heureusement, il a pu, malgré lui, trouver des fidèles dans la BAC. Pourquoi je veux dire malgré lui? C'est à coquiner avec Patrice Talon, qui est aux affaires maintenant, ou bien quand Boni Yayi était au pouvoir. Les ministres qui avaient dans le gouvernement de Boni Yayi, mais plus de la moitié ne venaient pas de Boni Yayi. Boni Yayi a pu simplement trouver autour de lui, en dehors de, c'est-à-dire des religieux, en dehors des religieux, les pasteurs, ministres, députés, consorts qui nommaient ministres, la majeure partie des membres de son gouvernement étaient des gens qui venaient de Patrice Talon. Et bon nombre, quand vous prenez Jean Abimbola, il va vous dire aisément qu'il ne doit rien à Boni Yayi, au fait. Quand vous prenez Fatouma, qui la dernière fois a dit que c'est parce qu'il a voulu rester fidèle à Boni Yayi qu'il est rentré en disgrâce avec Patrice Talon. Parce que c'est avec Patrice Talon qu'il a travaillé tout le temps. Donc vous voyez tous ceux qui ont constitué le bloc autour de Boni Yayi, c'était des gens de Patrice Talon. Et on a vu, quand Boni Yayi chutait ou quand Patrice Talon a décidé d'en découdre avec Boni Yayi, plusieurs, comme les Ninkes Fayon, qui très tôt ont rejoint leur mentor Patrice Talon. Mais malgré tout ce scénario autour de Boni Yayi, il a pu trouver des gens qui ont dit non. Nous savons quelle lutte tu as menée, nous savons le combat que tu as fait, nous restons fidèles. Je prends par là les Valentin Dialanté. Ceux-là aujourd'hui qui ont pu donner une visibilité à ce regroupement FCBE qui, à la date d'aujourd'hui, devient seul bac de sauvetage véritable pour prendre, que ce soit Azan, candidat Azanaï, qui a ligué contre Boni Yayi, que ce soit Lenis Nicéphore qui a ligué contre Boni Yayi, que ce soit Sébastien Diavo qui a ligué contre Boni Yayi, enfin qui a fait un choix à un moment donné. Les uns ou les autres, aujourd'hui, Boni Yayi devient le centre d'attraction. Donc, comme vous le dites, votre question était de savoir son apport. Il est aujourd'hui un maillon fort dans cette unité de l'opposition. Et je crois que ce sera un appel qu'il doit, malgré sa vigilance, certes, faire profil bas, avoir l'esprit conciliateur, c'est-à-dire comme aujourd'hui un père de famille autour de cet ensemble d'opposants, pour que si ça marche, ce sera son actif aussi, mais si ça ne marche pas, ce sera aussi son nom, parce qu'aujourd'hui, avec son expérience 10 ans de pouvoir, lui qui les a tous connus, il a un véritable rôle à jouer aujourd'hui autour de ce bloc. Ce serait sourd, vous le dites si bien, oui. Boni Yayi, à ne pas négliger, Alessandra, une pierre d'angle, diront d'aucuns, mais à côté de cette pierre, il y a une autre, qui n'est pas une moindre pierre, qui serait apparue comme une pierre d'achoppement. Il a non, candidat Zanaï, qui semble discret, effacé, mais qui compterait beaucoup. Je ne voudrais pas, sur ce plateau, être en train d'expliquer la situation jusqu'à égrener la personnalité interne des personnes, des individus. Mais le regard sinon l'histoire a une boîte cervicale que j'appelle la mémoire de l'histoire. Pour chacun de nous, chacun d'eux, dans leur parcours, dans leur méthode, dans leur stratégie. Je prends à tout hasard des scopes de paroles qui ont envenimé les situations politiques et sociales au Bénin. Je vais bondir sur eux. J'ai les miens. Vous comprenez bien? Je vais bondir sur eux. J'ai les miens. Je vais faire appel aux miens. Ils sont tous petits, très petits devant moi. Tout le monde est petit. Ça veut dire que moi, je suis grand. Vous voyez? C'est caractéristiquement parlant, c'est une tendance mégalomanique. Or, le Béninois n'aime jamais se faire brimer et briser. La boîte cervicale de l'histoire en retient quelque chose. Donc, je disais toujours, c'est l'obligation de s'unir qui s'impose maintenant, sinon,
si on devait traiter chacun comme dans son passé, on ne trouverait même pas du tout un chef de l'opposition. Premier point. Dans le nouveau système, quand par exemple des personnes de bon niveau, de très haut niveau, énoncent le postulat de gouvernance par la rage et la ruse, vous voyez ce que ça signifie par rapport à l'histoire, et par rapport aux individus, par rapport aux groupes sociaux, par rapport à ceux qui n'ont aucune capacité des gens, il y a très nombreux dans notre pays qui n'ont pas même de carte d'identité. Ils ne peuvent même pas traverser la frontière pour se retrouver dans un autre pays limitrophe. S'il y avait un jour un désordre politique qu'on appelle de déstabilisation, un désordre politique par exemple de coup d'État, combien d'enfants, ceux qui ont 2, mais 3, porteront sur leurs bras pour traverser la frontière? Notre grand souhait est que le Béninois sache s'organiser, sache réfléchir, sache agir, parce que souvent, nous nous retrouvons dans le panier de la nouveauté. Qu'est-ce que j'appelle panier de la nouveauté? C'est celui qui est nouvellement venu pour nous, c'est lui qu'il nous faut, parce que lui vient d'un milieu où il y a les moyens pour nous gouverner. Tout est neuf, tout est neuf, la nouveauté. Et quand la personne vient, on ne la connaissait pas, on n'avait pas ses méthodes de travail, il n'a jamais fait l'expérience quelque part, mais c'est parce qu'il s'est présenté maintenant avec les nouveaux moyens, les nouvelles méthodes de parler, exactement comme au temps de Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec une tendance démagogique, alors elle est reçue. Et on est souvent défavorisé, souvent déçu. La déception accumulée n'arrange pas le développement politique et économique de notre pays. Alors, la déception accumulée n'arrange pas le développement économique ni politique d'aucune nation d'ailleurs. J'allais ajouter, dans la marche qui s'impose désormais au Bénin, avec les camisoles que les acteurs politiques ont eux-mêmes confectionnées, quelles pourraient être les destinations utiles ou conditionnées? Je crois que... En même temps, vous allez conclure. Je crois que beaucoup d'acteurs politiques vont apprendre à leurs dépens. Et Boniaï, ce qui m'a intéressé lors de leur congrès constitutif à Parakou, je crois, en février, il a sorti des bouts de phrases qui m'ont dit ils vont apprendre alors à leurs dépens. Ils vont, s'ils n'ont pas été matures hier, l'histoire, comme l'a dit le professeur Alexandre, le coût de l'histoire doit les contraindre, nous en train de les contraindre à la sagesse. Voilà des gens qui aujourd'hui sont... Ils disaient, pardonnez, ne l'insultez pas, parlant du chef de l'État. C'est vrai, il a dit. Et il a ajouté, je l'ai appris à mes dépens. Donc, s'il a fallu prendre par là, si beaucoup, les Azanaï, et une petite parenthèse, vous avez vu, on a fait une conférence de presse pour annoncer le rapprochement de Candide Azanaï et de Boniaï. Ça voudra dire quoi? Qu'hier, c'était pas beau, c'était pas joli. Il y a eu des choses qui ont été dites qui n'étaient pas agréables. Et c'est là où j'ai salué la démarche. Qu'on ne nous a pas exposé à voir les deux personnalités ensemble. Les gens vont se dire... On va conclure, on va se retrouver. Donc, je crois que la démarche actuelle me rassure beaucoup plus quand il y a déjà de ces genres de propos, de ces genres de sursauts pour sauver ce pays. Merci à vous, oui, professeur. Votre mot de la fin. On se retrouvera très bientôt. Merci. Je salue l'initiateur de ce débat. Je salue mon confrère journaliste à côté. Et je pense très bien que la bonne logique pour nous, c'est d'avoir, qu'on appelle, non pas une opposition, mais une adversité progressive et constructive pour le développement de notre pays. Merci à vous, professeur Alexandre Betuevi. Merci, Nassis Resso. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, on s'en arrête là, mais on se donne rendez-vous demain. Et je vous fausse compagnie, mais sur une citation, comme d'habitude, n'est-ce pas? Ce sera le mot de ce poète écrivain palestinien dont on se rappelle encore la mémoire aujourd'hui, Mahmoud Darwich. Je le cite, « Celui qui m'a changé en exilé m'a changé en bombe. » Palestine est devenue mille corps mouvants, sillonnant les rues du monde, chantant le chant de la mort
car le nouveau Christ descendu de sa croix porta bâton et sortit de Palestine. Mais qu'au-delà, le cœur s'adoucisse. Mesdames, Messieurs, quoi qu'en soit à votre douleur, que le cœur s'adoucisse pour vous permettre de penser beau, de penser bien. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.